Mhm. Oh, d'accord. Bonjour tout le monde. On est encore content d'être là et de se revoir pour cette troisième session de cours sur les soins palliatifs avec IECO. Et nous sommes en compagnie de Dr Camille aujourd'hui pour le cours et Dr Aminata Sissé pour l'étude de cas. Donc moi, je serai votre facilitatrice. Il y a d'autres membres de la faculté qui sont là, tels que Madame Erin, Madame Catherine et d'autres. Euh, je vais me tromper si je commence à citer. Alors, soyez les bienvenus et encore une fois, avec ECHO, tous apprennent et tous enseignent. Donc, c'est surtout le partage. On va écouter et après, soyons libres de poser les questions, soit dans le chat ou bien en levant la main pour que je vous donne la parole et que vous posez votre question. Donc, pendant la session, si possible, vous gardez la vidéo fermée. C'est pour permettre à la connexion d'être le mieux possible pour tout le monde. Et désactiver le son pour ne pas déranger la classe. Et voilà, on va pouvoir passer 1 heure et demie ensemble. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas autre chose à ajouter, je donne la parole à Dr. Camille. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, merci Bineta, merci Erin pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous pour cette troisième session. Je mets en route le chronomètre parce qu'on m'a dit de tenir dans 30 minutes, donc je vais essayer de tenir en 30 minutes. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des symptômes, du contrôle des symptômes en soins palliatifs. C'est pas possible de passer en revue dans le détail le traitement de tous les symptômes qu'on peut rencontrer en soins palliatifs adultes et enfants. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer d'insister sur la démarche symptomatique, parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans les livres. Donc, on va essayer de passer un peu de temps sur la démarche symptomatique. Et ensuite, je vous donnerai des messages clés sur chacun des symptômes, mais sans aller dans le détail, parce que c'est des choses que vous pouvez trouver sur pas mal de supports par ailleurs. Donc, je commence directement au cœur du sujet. C'est une diapo pour essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on va raisonner en soins palliatifs. On a ce qu'on appelle l'approche symptomatique, c'est-à-dire que vous, en tant que médecin, nous, en tant que médecin ou en tant qu'infirmier, on va rencontrer des patients qui ont un symptôme d'inconfort. Là, par exemple, je parle d'un symptôme qu'on appelle la dyspnée, l'essoufflement. Vous voyez un patient qui est essoufflé. La première question qu'il va falloir se poser, c'est d'où vient l'essoufflement? Ça, c'est vraiment crucial. D'où vient la dyspnée? Par exemple, donc là, on va faire des hypothèses de cascade diagnostique. J'appelle ça une cascade symptomatique parce que chaque symptôme va avoir une cause et cette cause va elle-même avoir une cause qui va elle-même avoir une cause jusqu'à une cause première. Là, je donne un exemple. La dyspnée peut être causée par l'anémie, par exemple. L'anémie elle-même va s'expliquer par le fait qu'il y a un saignement vaginal, par exemple. Et ce saignement vaginal, on va l'expliquer par un cancer du col. Donc, dit autrement, on a une cause première qui est le cancer du col, qui va provoquer un saignement, qui va provoquer une anémie, qui va provoquer un essoufflement. Ce genre de raisonnement médical est extrêmement important en soins palliatifs. Ça veut dire qu'il va falloir faire des examens cliniques précis, et ça, je l'ai déjà dit la dernière fois, je réinsiste aujourd'hui. Quand on a un patient qui a un symptôme, qui souffre d'un symptôme, on doit l'examiner. On doit l'examiner correctement pour comprendre le mécanisme du symptôme. C'est vraiment crucial. On va l'examiner, éventuellement, on va faire des investigations en fonction du contexte dans lequel on est. Évidemment, si on est à l'hôpital, on aura un accès aux investigations plus facile que si on est dans un dispensaire ou si on est à la maison. On va, en fonction du contexte, faire des investigations pour essayer d'élaborer des hypothèses diagnostiques.
Toujours sur cette slide. Là, on dit la cause première, c'est le cancer du col. Il y a un traitement étiologique, c'est la chirurgie. Le cancer du col provoque un saignement. Il y a un traitement toujours étiologique qui est l'acide tranexamique pour calmer le saignement, par exemple. Et puis l'anémie, on peut aussi répondre à ce problème en faisant une transfusion sanguine pour contrôler l'anémie. Ça reste un traitement étiologique puisqu'on s'intéresse à la cause de la dyspnée. En revanche, si on peut pas mettre de traitement étiologique, alors à ce moment-là, on va mettre de la morphine, peut-être des benzodiazépines. C'est ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Ça, c'est une slide pour résumer un petit peu ce que je viens d'expliquer. L'idée, c'est à chaque fois que c'est possible, à chaque fois que c'est raisonnable, on va chercher à mettre un traitement étiologique, un traitement de la cause, pour supprimer la cause du symptôme. C'est le meilleur moyen de contrôler un symptôme, c'est de s'attaquer à sa cause. J'ai donné plusieurs exemples, je ne vais pas aller dans le détail, la lombalgie sur des métastases osseuses, des démangeaisons sur des lésions de Gall, une dyspnée sur l'anémie, par exemple. À chaque fois, on doit envisager un traitement étiologique. Si le traitement étiologique n'est pas possible, parce que, par exemple, il n'est pas disponible, je parle de la lombalgie sur la métastase osseuse, par exemple, peut-être n'y a-t-il pas de radiothérapie accessible dans le contexte. On ne va pas faire de traitement étiologique, on va faire un traitement symptomatique. Et dans le traitement symptomatique, il y a deux manières, deux techniques symptomatiques. La première consiste à diminuer l'intensité du symptôme, en mettant des antalgiques, par exemple. La deuxième technique consiste à diminuer la perception du symptôme. Je vous donne un exemple, encore une fois, sur la lombalgie de la métastase osseuse. Si on ne peut pas faire de radiothérapie, qui est le traitement étiologique, alors on va faire un traitement symptomatique pour diminuer l'intensité du symptôme. On va donc mettre des antalgiques. Paracétamol, morphine, on l'a déjà vu la dernière fois. Et si malgré le paracétamol et si malgré les morphines, on n'arrive pas à soulager le malade, alors on va chercher à diminuer la perception du symptôme. Si on est dans un symptôme qu'on appelle réfractaire, ça c'est un mot-clé très important, si on est sur un symptôme réfractaire, alors on va chercher à diminuer la perception du symptôme, par exemple avec des benzodiazépines. On peut même aller jusqu'à endormir un patient qui souffre de façon intense si on n'arrive pas à le soulager autrement. Plusieurs exemples de cascades diagnostiques pour bien me faire comprendre. Je m'intéresse toujours à la dyspnée. La première étape, quand vous avez un patient qui est essoufflé, c'est de vous poser la question d'où vient l'essoufflement. Ça peut venir de l'anémie, qui elle-même vient du saignement, qui elle-même vient du cancer du col. Dans un autre scénario, l'essoufflement peut venir d'un épanchement pleural, qui lui va venir d'une carcinose pleurale, en lien toujours avec le cancer du col métastatique. Et puis dans un autre scénario, l'essoufflement peut venir d'une compression abdominale à cause d'une ascite, qui elle-même est liée à l'hépatocarcinome, qui elle-même est la complication d'une hépatite C. J'espère que je me fais bien comprendre, mais il faut toujours essayer de raisonner pour construire la cascade diagnostique. Quelle est la cause du symptôme? Quelle est la cause de la cause du symptôme? Quelle est la cause de la cause de la cause du symptôme? Ensuite, quand on a fait ça, eh ben, on repart dans l'autre sens. On repart de la cause première et on se demande à chaque fois, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut changer cette cause? Le patient, on a dit que son essoufflement était lié à l'hépatite C. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à son hépatite C? Non, parce que le patient est déjà au stade de cirrhose, par exemple, ou d'hépatocarcinome. Donc on peut plus rendre l'hépatite C réversible. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à l'hépatocarcinome? Non, les traitements ne sont pas disponibles. OK. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à l'acide? Dans le cas présent, oui, on peut faire une ponction d'acide pour soulager le patient. Si on fait la ponction d'acide, c'est un traitement étiologique. On enlève la cause de l'essoufflement. Le patient n'a plus d'essoufflement. Peut-être que si l'acide est réfractaire, on va dire qu'on ne peut plus soulager le patient avec les ponctions d'acide. Et du coup, là, dans ce cas-là, on va mettre un traitement symptomatique. Le traitement symptomatique de la dyspnée, ça sera la morphine.
Donc, j'espère que je me fais bien comprendre sur cette approche symptomatique. C'est vraiment très important. Voilà, je suis obligé de passer vite, mais essayer de retenir le fait que face à un symptôme, on ne se précipite pas sur le traitement symptomatique. Il faut toujours essayer de comprendre l'origine du symptôme et la cause secondaire, les causes primaires, et ensuite on repart de la cause primaire pour refaire le cheminement dans l'autre sens et se poser à chaque fois la question, est-ce qu'on peut modifier la cause du symptôme? Alors, ça c'était donc la première partie. Deuxième partie, je vais passer rapidement sur les symptômes les plus courants en soins palliatifs. Je vais pas insister sur les causes parce que tout ça, vous pourrez le retrouver sur les slides. Premier symptôme, on va parler de la dyspnée. J'en ai déjà dit deux mots. Et on va directement aller sur les messages clés concernant la prise en charge d'une dyspnée. Pour chacun des symptômes, il y aura une approche non pharmacologique qui peut être faite tout le temps, dans tous les contextes, quelle que soit la cause du symptôme. Quand le patient est essoufflé, il est oppressé. Il faut donc ouvrir la fenêtre, il faut ouvrir la porte, il faut mettre un ventilateur dirigé vers le patient pour que l'air circule dans la pièce. C'est extrêmement important. Un gant d'eau froide sur le front, ça aide aussi beaucoup. Ça aide le patient à se sentir bien, il y a moins d'oppression. Le positionnement du patient, il n'y a pas de dogme parce que ça va dépendre de la cause de l'essoufflement. On va se baser sur ce que nous dit le patient. Est-ce qu'il préfère être demi-assis? Est-ce qu'il préfère être assis? Voilà, c'est le patient qui va définir sa meilleure position. Et l'atmosphère, l'ambiance de la pièce doit être calme. On va éviter d'avoir trop de monde dans la chambre et on va rester avec le patient pour le rassurer. Comme je l'ai dit, toujours se poser la question du traitement étiologique. Est-ce que la dyspnée est liée à une anémie? Si oui, on va essayer de corriger l'anémie si c'est raisonnable de le faire. Parce qu'attention, il n'est pas toujours raisonnable de faire une transfusion sanguine. À chaque fois, la question, c'est quelle est la cause du symptôme? Est-ce qu'on peut changer la cause du symptôme? Mais aussi, est-ce que c'est raisonnable de le faire en fonction du contexte? Est-ce qu'il y a de l'anémie? On va pouvoir peut-être mettre de l'érythropoïétine, une transfusion sanguine si cela est approprié. Est-ce qu'il y a un œdème pulmonaire? Auquel cas, on pourra proposer des diurétiques. Est-ce que c'est un mécanisme compressif, syndrome cave supérieur, un mécanisme tumoral? À ce moment-là, on ira vers les corticoïdes, notamment la dexaméthasone. Une embolie pulmonaire, on ira vers l'anticoagulation. Est-ce qu'il y a des bronchospasmes, de l'asthme, de la bronchite? À ce moment-là, on pourra proposer du salbutamol en nébulisation. Est-ce qu'il y a un épanchement pleural, de l'acide? L'acide aussi peut provoquer un essoufflement. On fera une ponction évacuatrice. Donc ça, c'est pour le traitement étiologique qui est toujours absolument crucial. En parallèle avec le traitement étiologique, ou bien si on ne peut pas faire de traitement étiologique, à ce moment-là, on va faire un traitement purement symptomatique. Ce traitement symptomatique peut aussi être associé au traitement étiologique. Et le traitement symptomatique de l'essoufflement, c'est la morphine. Et là, pour faire très simple, vous pouvez vous référer à peu près à la même prise en charge que dans la douleur. Il n'y a pas de grande différence. On commence sur des petites doses de morphine à libération immédiate. J'ai dit morphine IR, c'est morphine LI, immediate release en anglais, libération immédiate, qu'on donnera toutes les 4 heures si besoin. L'oxygène n'est pas une obligation. Et ça, c'est un message clé que je veux aussi, sur lequel je veux insister. L'oxygène ne soulage pas tout le temps la dyspnée. L'oxygène corrige une hypoxémie. Donc, vous pouvez voir éventuellement une amélioration de la saturation en oxygène. Mais ça ne soulage pas forcément l'essoufflement. Donc, ce que je vous propose, quand vous avez accès à l'oxygène, c'est d'essayer. Si vous mettez de l'oxygène et que le patient est soulagé, tant mieux. Si ça ne sert à rien, vous arrêtez l'oxygène. Parce que ça va aussi provoquer de la sécheresse buccale. Donc, c'est pas forcément, on ne rend pas forcément service au patient. Et enfin, dans l'essoufflement, un patient qui suffoque, c'est extrêmement angoissant. Et l'angoisse, on sait, va renforcer l'essoufflement. Et l'essoufflement va renforcer l'angoisse, qui va renforcer l'essoufflement. C'est un cercle vicieux.
Donc, la morphine et des anxiolytiques en fonction de ce qu'on a disponible. Ça peut être du lorazépam, ça peut être du diazépam. Le mieux, c'est de privilégier des benzodiazépines à demi-vie courte. Deuxième symptôme. J'essaye de... Ah, j'ai plus accès à mon écran. Alors, la toux, oui. Deuxième symptôme, c'est la toux. Je passe encore une fois sur les causes que vous pourrez retrouver dans les slides et je vais directement donc sur le traitement. Toujours la même chose, on se pose la question de l'étiologie. C'est à peu près les mêmes étiologies que pour la dyspnée. Ça peut être un œdème pulmonaire en lien avec une insuffisance cardiaque, ça peut être un mécanisme compressif, une embolie pulmonaire, de l'asthme, de la BPCO, un épanchement pleural, mais ça peut être aussi un reflux gastro-œsophagien. Dans les traitements, alors ça c'est extrêmement crucial, je vais insister là-dessus, face à un patient qui a une toux en soins palliatifs, toujours distinguer la toux grasse et la toux sèche. Une toux grasse, on ne va jamais essayer de l'arrêter. Au contraire, si le patient a une toux grasse, c'est qu'il a quelque chose à évacuer. Donc, on va plutôt essayer de renforcer la toux. On ne va surtout pas essayer de mettre des antitussifs. Un patient qui tousse et qui a une toux grasse, on ne mettra jamais de codéine, par exemple, ni de morphine pour la toux, parce qu'on risque d'empêcher la toux et d'encombrer le patient, qui va accumuler les sécrétions et qui va finir par s'étouffer dans ces sécrétions. Donc, cas de la toux grasse, ah ben excusez-moi, il y a une erreur. Il y a marqué morphine. Alors ça, c'est une erreur qui est grave. Je vais l'enlever tout de suite, si c'est possible. Parce que ça, c'est justement... Ah d'accord, je me suis trompé, excusez-moi. Alors ça, c'est très embêtant. Il faudrait que je corrige les slides. En fait, il faut inverser tout grasse et tout sèche. Le 1, ça c'est embêtant. Le premier cas, c'est le cas de la toux sèche. Dans le cas de la toux sèche, on va mettre un antitussif. Excusez-moi, il faut intervertir le titre du 1 et le titre du 2. La toux sèche, on va mettre un antitussif, on va lui mettre de la morphine, et s'il est déjà sous morphine, on va augmenter la dose de morphine de 30%. On peut aussi mettre des aérosols d'anesthésique locale. En revanche, si le patient a une toux grasse, on ne met pas d'antitussif. On va essayer de favoriser le drainage avec des mucolytiques, acétylcystéine par exemple, N-acétylcystéine, avec de la kinésithérapie respiratoire et éventuellement une aspiration nasotrachéale douce. Pas un truc agressif, quelque chose de doux. Donc voilà, j'espère que vous faites le schéma mental. Tout grasse, pas d'antitussif, tout sèche, morphine ou codéine pour essayer de calmer la toux. On va aussi traiter les symptômes associés, l'anxiété, l'encombrement et le bronchospasme. S'il y a des sibilants, on mettra du salbutamol et des corticostéroïdes. Je passe directement à un symptôme digestif qui est la nausée. Alors quand je dis nausée, c'est nausée, vomissement, c'est exactement les mêmes causes. Voilà, les vomissements étant la conséquence d'une nausée intense qui n'est pas soulagée. Dans les causes, retenez la iatrogénie. C'est très souvent la cause de la nausée et c'est quelque chose qui possiblement est réversible. Donc, dans les médicaments qui peuvent provoquer les nausées, il y a les opioïdes, évidemment, on en a déjà parlé la dernière fois. Il y a les ARV, éventuellement, les antibiotiques. En ce qui concerne les opioïdes, je le dis une première fois là, je le répéterai, le fait d'avoir des nausées sous opioïdes ne veut pas dire qu'on est allergique aux opioïdes. Le fait d'avoir des nausées sous morphine ne contre-indique pas la morphine. Il faut rassurer le patient, lui donner des antiémétiques et la nausée va disparaître en quelques jours. C'est le temps que le patient fasse connaissance avec la morphine. Autre cause importante, la chimiothérapie. Ensuite, il y a les causes métaboliques. Donc, parfois, on va faire une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas un trouble métabolique qu'on pourrait corriger. Encore une fois, dans la démarche étiologique. Ça peut être l'hypercalcémie, l'hyponatrémie, l'insuffisance rénale. Ensuite, il y a toutes les causes digestives qu'on appelle les causes périphériques, hein, l'occlusion, l'infiltration par les cancers.
ou la mycose buccale, la candidose oropharyngée. Dans les traitements non pharmacologiques, on va éviter les odeurs fortes et du coup, on va privilégier les aliments froids parce que des aliments froids ont moins d'odeur. On va essayer de fragmenter la prise alimentaire sur la journée, des petites bouchées, des petites gorgées fréquemment le long de la journée. Il y a aussi d'autres techniques qu'on peut essayer. Le gingembre en infusion est réputé efficace sur les nausées, la menthe poivrée également. Très important, les soins de bouche. Comme on a dit, il faut à tout prix éviter d'avoir une candidose buccale qui favorise les nausées. Et également, se tenir assis ou demi-assis 30 minutes après la prise alimentaire. Encore une fois, la démarche étiologique, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut corriger pour corriger la nausée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est réversible? La constipation est une cause très fréquente de nausée. Il est très facile d'annuler cette cause. Comme je l'ai dit, la morphine, attention, c'est jamais une bonne raison d'arrêter la morphine. Il va falloir traiter la nausée et rassurer le patient. Traitement pharmacologique de la nausée. Alors, on va essayer de raisonner en fonction de la cause de la nausée ou des vomissements. On a vu qu'il y avait des causes centrales au niveau du cerveau et il y a des causes périphériques au niveau du tube digestif. En première intention, on va utiliser les dopaminergiques. Pourquoi? Parce que les dopaminergiques, ils ont une action centrale et une action périphérique. Donc souvent, c'est les plus efficaces, et notamment le métoclopramide, qui n'est pas sédatif. Donc le métoclopramide, c'est souvent un antiémétique qu'on va utiliser en première intention, 10 mg 3 fois par jour. On peut le mettre par voie orale, par voie intraveineuse, par voie sous-cutanée. Attention, le métoclopramide est un puissant prokinétique. Il ne faut donc jamais le mettre en cas de syndrome occlusif. Jamais. Parce qu'en fait, on risque de faire une perforation digestive. Donc, on pourrait aggraver les choses. Métoclopramide, très très bien, sauf dans l'occlusion digestive. Haloperidol, un traitement qui est généralement disponible, qui est facile à utiliser, intraveineux contre-indiqué. On peut le mettre par voie orale, par voie sous-cutanée, par voie intraveineuse. La prométhazine aussi, c'est un médicament qui est relativement disponible. En deuxième intention, donc, on n'associe jamais deux dopaminergiques. Les médicaments dont je viens de parler, on ne les met pas ensemble parce qu'il va y avoir une compétition, ils vont avoir le même mécanisme d'action et on risque d'avoir plus d'effets secondaires. Donc, en deuxième intention, on va associer une autre classe, par exemple l'odancétron. L'odancétron, c'est aussi la molécule qu'on choisira en première intention dans les nausées et les vomissements induits par les chimiothérapies. Il y a d'autres alternatives comme la chlorpromazine. Attention, c'est très sédatif, donc on ne le mettra pas en première intention. Et toujours se dire qu'il y a peut-être un mécanisme compressif et s'il y a de la compression, alors la dexaméthasone ou un autre corticoïde, peu importe, mais des corticoïdes ont toute leur place. Le cas des vomissements incoercibles. On dit attention, soins palliatifs, il ne faut pas être trop invasif, il ne faut pas être trop agressif dans notre prise en charge. Oui, mais quand il y a des vomissements incoercibles, il est crucial de mettre une sonde nasogastrique pour soulager les vomissements. La sonde nasogastrique va être le traitement de première intention en urgence pour soulager les vomissements réfractaires du patient. On va aussi, en cas de vomissement incoercible, mettre une perfusion, à la fois pour hydrater le patient et puis pour passer les traitements antiémétiques dont on vient de parler, la métoclopramide, la dexaméthasone, les inhibiteurs comme l'oméprazole, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est la prise en charge immédiate, encore une fois, en cas de vomissement incoercible. Et s'il y a des vomissements incoercibles, il va falloir suspecter l'hypertension intracrânienne en fonction du contexte. Si c'est un cancer qui est réputé pour donner des métastases, toujours suspecter une HTIC et suspecter un syndrome occlusif. Je rappelle, dans le cas du syndrome occlusif, pas de métoclopramide. Dans ces deux cas-là, on ira sur les corticostéroïdes. Constipation, je vais vite. Constipation, on en a parlé la dernière fois, c'est un effet secondaire obligé des opioïdes, de la morphine. Il y a très peu de morphine, de patients sous morphine qui ne sont pas constipés, c'est logique, c'est attendu, c'est normal. Il y a aussi les anticholinergiques, certains antidépresseurs comme l'amitriptyline qu'on utilise beaucoup dans la douleur neuropathique. Donc attention.
Évidemment, toutes les causes d'occlusion. Il y a aussi l'hypercalcémie, les compressions médulaires sur des métastases osseuses, par exemple, et d'autres troubles métaboliques. Petite diapo sur la morphine pour expliquer un peu les choses. On l'a vu la dernière fois, les opioïdes se fixent au niveau des récepteurs centraux, mais au niveau du tractus digestif, obligatoirement. On a donc une diminution du péristaltisme et donc on a une diminution de la progression des selles dans le tube digestif. Les selles, du coup, sont déshydratées, elles sont sèches, elles n'avancent plus. C'est ça la constipation qui peut aller jusqu'au fécalome. Et le fécalome est très, très, très embêtant en soins palliatifs parce que ça provoque de la douleur, ça provoque de la confusion. Attention, la constipation ne contre-indique pas les opioïdes. Surtout pas. Un patient qui a mal, qui est sous opioïdes et qui est constipé, on va traiter la constipation, on n'arrête pas les opioïdes. Traitement non pharmacologique, on va augmenter autant qu'on peut tous les liquides, les boissons par voie orale. On va avoir un régime riche en fibres et en lactose, riche en fruits à grains. On va encourager le patient à se mobiliser autant que possible. Et pour le patient qui est alité, on va proposer des massages abdominaux. J'ai fait un schéma pour montrer comment est-ce qu'on fait des massages abdominaux. En gros, on fait des mouvements de pression circulaire et on dessine comme ça tout le cadre colique. Du bas à droite, on remonte au niveau hépatique, puis on tourne à gauche et on redescend au niveau du sigmoïde, voilà, pour aider le transit à se faire correctement. Ensuite, il va y avoir les traitements pharmacologiques. Alors là, je ne sais pas ce que vous avez dans vos terrains, mais il en existe plein. Donc, il y a les laxatifs émollients, qui est le lactulose, le macrogol, les laxatifs lubrifiants, on peut les associer. Et il y a aussi les stimulants du péristaltisme. J'insiste sur un message clé. Tout à l'heure, je disais toujours examiner les malades pour comprendre la cause des symptômes. Toujours examiner le malade. Dans le cas de la constipation, très souvent, il faudra faire le toucher rectal. C'est agréable pour personne, c'est pas agréable pour l'infirmier ou pour le médecin qui le fait, c'est pas agréable pour le patient, mais c'est indispensable pour choisir le traitement de la constipation. Si vous avez un rectum qui est vide au toucher rectal, ça veut dire que les selles ne progressent pas assez vite. Ça veut dire qu'il y a peut-être un obstacle en amont. Si en revanche, l'ampoule rectale est pleine de sel et que le patient est constipé, alors ça veut dire qu'il y a un problème d'évacuation de l'ampoule rectale. Et là, on mettra plutôt des laxatifs par voie rectale. On fera des lavements à l'huile, par exemple, à l'eau savonneuse ou autre en fonction de ce que vous avez disponible. L'anxiété. Donc là, on arrive sur les symptômes neuropsychiques. On parlera de deux symptômes neuropsychiques, l'anxiété et la confusion. L'anxiété, attention, il est normal en soins palliatifs d'avoir un patient anxieux. Et on ne va pas toujours répondre à l'anxiété par un médicament. Il est normal d'être anxieux quand on a compris qu'on avait une maladie qui menaçait notre vie. C'est tout à fait normal et c'est adapté. Donc, on ne va pas chercher à éteindre les émotions du patient, mais à les accompagner. C'est crucial. Sauf si l'anxiété devient très envahissante. On parle de troubles anxieux généralisés, on parle d'attaque de panique et à ce moment-là, c'est très inconfortable, il faudra apaiser. Il y a aussi, ne l'oublions pas, des causes organiques à l'anxiété, des causes cardio-respiratoires, métaboliques. Donc, il faut quand même y penser. Par exemple, l'embolie pulmonaire peut rendre très anxieux et il y a des causes à ce problème. Il y a des traitements à cette cause. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge un patient qui est anxieux? La première chose, ça va être de le rassurer. Un patient qui est anxieux, qui est sur un brancard, dans un couloir qui est bondé, où il y a du bruit partout, du stress partout, des machines qui bipent, des gens qui crient, c'est extrêmement stressant. Donc, on va le mettre dans un endroit le plus calme possible. On va lui permettre de s'asseoir, de s'allonger et on va lui montrer qu'on a le temps pour lui, qu'on a le temps de l'écouter. Ça, c'est très, très important. On va mettre en œuvre toutes les compétences qu'on a en nous d'empathie et de communication thérapeutique. Il n'y a pas besoin d'apprendre à être empathique. C'est simplement une posture, un positionnement, et on peut s'entraîner à être empathique. Je vous ai mis
quelques idées voilà, pour développer votre empathie. Il y a ce qu'on appelle la communication thérapeutique. Communication thérapeutique, ça consiste à dire des choses positives ou à tourner les formulations de manière positive. Là, je vous le dis en français, mais je pense qu'il y a l'équivalent dans toutes les langues. Par exemple, si on dit n'ayez pas peur au patient, n'ayez pas peur, le patient il va entendre peur. Donc, ça veut dire qu'il est censé peut-être avoir peur de quelque chose. On ne va pas dire n'ayez pas peur, on va lui dire soyez rassuré. C'est le même sens, mais on va utiliser des mots positifs. On va éviter les formules négatives. Est-ce que vous avez mal? On va plutôt dire êtes-vous soulagé? Voilà. Ou un geste technique, si on veut rassurer le patient, on va dire ça ne va pas être long. Eh ben, on peut dire ça va être court. Vous voyez, c'est positif. Je n'ai pas besoin de faire toute la liste, vous avez compris. On va essayer d'utiliser des mots qu'on appelle des mots placebo, des mots rassurants, et on va éviter d'utiliser des mots nocebo, des mots qui heurtent ou qui font peur. On va prendre le temps d'écouter le patient, ça c'est extrêmement important. Le fait que le patient puisse dire son anxiété, c'est déjà thérapeutique. Voilà, je vous laisserai lire cette slide qui est très, très importante. Et en fonction de la culture, on va pouvoir utiliser le toucher en respectant les codes culturels, évidemment. Une fois cette empathie, cette communication thérapeutique qui est instaurée, on va pouvoir éventuellement aller sur des traitements pharmacologiques. Attention, comme je l'ai dit, l'anxiété, si elle est adaptée et non avéissante, on va faire du soutien psychologique et pas de traitement chimique. Si l'anxiété est envahissante, si le patient a des troubles du sommeil, etc., là, on va faire un soutien psychologique et on va rajouter des benzodiazépines. Si l'anxiété est associée à quelque chose de très violent, trouble panique, agitation, on va rajouter non seulement une benzodiazépine, mais aussi un antipsychotique. Par exemple, chlorpromazine, ça peut être un autre antipsychotique. Quand est-ce qu'on fait appel à une équipe de psychologues? S'il y a une équipe de psychologues dans votre hôpital ou dans votre structure de soins, on va pouvoir utiliser un outil qu'on appelle le PHQ-4. C'est un outil très répandu qui est internationalement reconnu. Il y a le PHQ-4 et le PHQ-9. Le PHQ-4 est très rapide, donc c'est un outil de screening qui peut être fait par n'importe qui, voilà, par nous tous ici. On peut faire cet outil qui consiste à screener l'anxiété et la dépression. En fonction du score, si l'anxiété ou la dépression est importante, on réfère le patient à un psychologue. La confusion, j'essaye d'accélérer un petit peu. La confusion, ça c'est quelque chose de crucial, de très, très, très courant en soins palliatifs et de très stressant. Il y a deux causes que je veux vraiment imprimer dans les cerveaux, là, c'est la constipation et la rétention aiguë d'urine. Constipation, rétention aiguë d'urine, attention, ce sont des causes très classiques de confusion. Ce que je vous propose de garder en tête, c'est quand vous avez un patient qui est confus en soins palliatifs, vous devez penser que c'est d'une constipation, un fécalome ou une rétention aiguë d'urine jusqu'à preuve du contraire. Tant que vous n'avez pas éliminé le fécalome et la rétention aiguë d'urine, vous ne devez pas envisager une autre cause. S'il n'y a pas de constipation et de rétention aiguë d'urine, à ce moment-là, on évoque toutes les autres causes. Les effets secondaires des médicaments, notamment les opioïdes, l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, etc., etc., etc. Un patient qui est confus, c'est un patient qu'il faut rassurer. On favorise un environnement calme. On évite les contentions. On n'attache pas un patient qui est agité et qui est confus parce que ça aggrave le stress. Et on rassure les proches. Traitement pharmacologique, comme je l'ai dit, attention, toujours vérifier la rétention aiguë d'urine. Si vous avez un doute, vous mettez une sonde vésicale pour ne pas passer à côté. Et le fécalome aussi, traitement du fécalome. Ensuite, on recherche une cause réversible avec un bilan biologique. Si jamais on n'a pas de cause évidente, on peut faire une prise de sang, sauf s'il s'agit d'une confusion à un stade terminal où on va éviter d'embêter le patient. Dans les traitements pharmacologiques, on pourra mettre un antipsychotique, ça peut être l'halopéridol, qui n'est pas très sédatif, à 0,5 à 1 mg, et la chlorpromazine, qui est beaucoup plus sédative. On ira sur la chlorpromazine si la confusion est associée à une agitation.
En deuxième intention, on pourra associer une benzodiazépine. Là, il y a une erreur, excusez-moi. Il faudra les halopéridol, chlorpromazine, olanzapine. Ce sont des antipsychotiques qui sont dans le numéro 3. Pour le numéro 4, il faudra, voilà, vous imaginez bien, tout ça, ce ne sont pas des benzodiazépines. Donc, c'est une erreur. Il faudra changer la slide. Je le ferai. Alors, je terminerai par l'encombrement en associant l'encombrement avec, excusez-moi, avec la phase agonique. Je vais parler un petit peu de l'encombrement, un petit peu de la phase agonique et j'en aurai terminé. L'encombrement en soins palliatifs. Quand je parle d'encombrement, attention, je ne parle pas des râles agoniques. C'est très important de faire la distinction entre encombrement et râle agonique. L'encombrement, ça peut être un stade avancé de la maladie qui n'est pas un stade terminal. Donc, il va falloir rechercher des causes infectieuses, ça peut être les causes tumorales, ça peut être aussi l'hyperhydratation, peut-être que le patient reçoit trop d'apport hydrique, ça peut être les fausses routes, c'est extrêmement fréquent en soins palliatifs, les fausses routes, aspiration, ou le reflux gastro-œsophagien, par exemple. Prévention des fausses routes. Je vous ai mis un schéma. On demande au patient d'avaler en baissant la tête, le menton contre le sternum, et on adapte les textures. On évite les liquides. Donc l'eau, on peut l'épaissir, ce genre de choses. On peut mettre du porridge, par exemple, remplacer l'eau par du porridge. Et surtout, bien respecter cette posture-là. On évite de boire, par exemple, à la bouteille, parce que ça force l'extension de la tête et du coup la fausse route. Autre chose, c'est la position adaptée. Un patient qui est encombré, il va falloir essayer de le mettre en position demi-assise ou alors en position de 3/4, j'en reparlerai sur les phases agoniques. En cas d'encombrement, on évite à tout prix les antitussifs. Le patient a besoin de libérer les sécrétions. Donc, il faut absolument ne pas mettre d'antitussifs, sinon on aggrave l'encombrement. C'est extrêmement important. On peut aussi prescrire de la kinésithérapie respiratoire, s'il y a un kiné qui est formé à ça, et encore une fois, une aspiration douce, si ce n'est pas traumatique. Dans le traitement pharmacologique, attention, on va toujours, encore une fois, essayer de traiter la cause. Si c'est une insuffisance cardiaque, on va mettre du furosémide. S'il y a de la compression, des corticoïdes. S'il y a une infection, des antibiotiques. On va surtout essayer de réduire les apports hydriques. Alors ça, c'est très important. Il faut distinguer la situation réversible hors fin de vie. Si le patient n'est pas en fin de vie, on va limiter les apports hydriques, mais on ne peut pas les arrêter complètement. Sinon, on va provoquer une déshydratation. En revanche, dans le cas de la situation de fin de vie, le patient est en train de mourir, à ce moment-là, il faut absolument ne pas ajouter d'hydratation. Et s'il y a une hydratation par voie veineuse ou subcutanée, il faut savoir arrêter l'hydratation. C'est très important. Un patient en fin de vie ne doit pas avoir une perfusion. Sinon, il s'encombre et il déborde. Parce que c'est physiologique. Quand on est en fin de vie, on a le rein qui fatigue, on a moins de capacité de filtrer les liquides. Et du coup, si on rajoute des liquides, on déborde. Donc, on est encombré, c'est extrêmement stressant. On arrête les perfusions en fin de vie. En revanche, on intensifie les soins de bouche. Et c'est ma dernière slide sur la phase agonique. Dr. Camille, maybe just 2 more minutes? Yes. Sorry. So that's the last topic, agonic phase. Donc, la première chose, il faut savoir reconnaître la phase agonique. La phase agonique, je vous laisserai aller dans le détail, c'est un patient qui est dans le coma. Là, je parle de la phase agonique, la phase ultime. Le patient est dans le coma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vascularisation au niveau du cerveau, il n'y a plus d'oxygénation du cerveau, le patient n'a plus de perception. C'est très important de le comprendre. Il ne peut plus même expérimenter la douleur en phase agonique. C'est une phase qui est naturelle, qui est irréversible. Voilà. Et quand on a reconnu la phase agonique, les encombrements, c'est là qu'on les appelle des râles agoniques. Les râles agoniques sont très impressionnants pour la famille parce que ça fait du bruit. C'est très stressant pour la famille. Mais ce n'est pas source d'inconfort pour le malade parce que lui, il est dans le coma, il ne ressent plus la source d'inconfort. Donc, on va arrêter l'hydratation, c'est très important, et on va mettre le patient dans une position de 3/4, comme ça, vous voyez, comme sur le schéma.
il va être en décubitus dorsal, un petit peu incliné à 30% pour réduire le bruit des râles agoniques. Et en phase agonique, très important de continuer à faire les soins de bouche. Je ne sais pas s'il y aura un topo, une topique sur la phase agonique spécifiquement, sur comment on accompagne un patient qui est en train de mourir, mais c'est important de continuer les soins de bouche. Je vous ai donné quelques protocoles pour les soins de bouche et on rassure la famille. Et enfin, toujours par rapport à ces râles agoniques, on n'assèche pas les sécrétions. Alors, de temps en temps, on peut mettre du iosinbutylbromure ou glycopyrrolate en fonction de ce que vous avez sur les terrains. Ça, c'est uniquement quand on veut assécher les sécrétions parce que la famille est stressée. Mais ça ne soulage pas le patient. D'accord? Ça fait moins de bruit, donc ça rassure la famille. Encore une fois, le patient, quand il est en phase agonique, ne souffre pas des râles agoniques. Je crois que j'en ai terminé pour les symptômes. Je vous remercie et je vous prie d'excuser les erreurs qui se sont glissées dans mes slides. Je vais les corriger et je les renverrai à Erin ou à la personne responsable. Merci. Merci beaucoup, Dr. Camille, pour cette très belle présentation. Il nous a beaucoup enrichi. Et personnellement, en tant qu'infirmière, j'ai beaucoup aimé la phase de communication aidante parce que vraiment, c'est la base de notre travail et surtout dans les soins palliatifs, la communication a une très grande place. Donc, merci beaucoup. Merci aussi pour toutes ces astuces que vous nous avez données aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant faire place aux questions. Sentez-vous libre de lever la main. Il y a déjà Dr. Marie qui a levé la main. Alors, levez la main et on va poser ensemble les questions et essayer d'y répondre. Oui, Dr. Marie, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Tout à l'heure, Dr. Camille, vous avez dit que la constipation n'est pas une contre-indication pour... Le son n'est pas assez bon. Allô, je me fais entendre. C'est pas pour les autres, mais c'est pas clair à mon niveau. C'est pas clair? Non. Docteur Camille, vous l'entendez bien? Vous m'entendez? Peut-être par écrit dans le chat. Ok, c'est mieux. Ou bien vous revenez. D'accord, d'accord. Merci. Donc, il y a la main de Destin. Nous allons écouter la question de Destin. Monsieur Destin. Ok, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Ça a été très intéressant de suivre cette présentation et ça nous a beaucoup appris par rapport à la prise en charge de nos patients de manière quotidienne. Moi, j'avais une préoccupation, c'est par rapport à la prise en charge des vomissements. Surtout les vomissements incoercibles qu'on rencontre souvent chez les patients, mais que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des patients qui ont toujours des vomissements incoercibles et souvent il y a des molécules qui sont proposées pour donner. Alors, parmi les molécules qu'on a proposées ici, je n'ai pas vu une molécule que j'ai prescrite souvent aussi. C'est quelle est la place des Vogalène dans la prise en charge des vomissements, surtout les vomissements incoercibles dans nos contextes? Voici un peu ma question par rapport au vomissement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Destin. Et docteur? Vogalène est un très très bon antiémétique, il n'y a aucun problème. Donc, si vous avez la chance d'avoir du Vogalène sur votre terrain, il n'y a aucun souci pour l'utiliser. C'est un traitement de première intention, comme les autres classes que j'ai présentées. Et ça fait partie d'ailleurs de ces mêmes classes. Hein. Donc, aucun souci. J'insiste sur l'importance de reconnaître la cause du vomissement. Hein. Si vous parlez de vomissement incoercible, si c'est vraiment des vomissements incoercibles qui sont très inconfortables, une des choses qu'il faudra envisager, c'est la sonde nasogastrique. Et ensuite, de tenter les traitements symptomatiques pour soulager les choses. Mais voilà, toujours être obsédé par cette démarche étiologique.
à quoi sont dus les vomissements pour corriger la cause si la cause est réversible. Vogalène, aucun souci, très bon médicament. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'ai oublié de demander. Merci, Monsieur Destin. Y a-t-il une autre question? Docteur, je vois dans le chat, pour la constipation, peut-on associer le traitement conventionnel à des traitements traditionnels tels que du psyllium chez les patients qui en prennent déjà? Docteur? Alors, je regarde la question. Traitement conventionnel, traitement traditionnel, psyllium chez les patients qui en prennent déjà. Alors, je ne peux pas prétendre avoir la connaissance et l'expérience de tout ce qui existe comme traitement traditionnel. Je vous donne un exemple. Le séné, je sais que c'est quelque chose qui est relativement disponible sur certains terrains. Moi, je n'en ai pas la pratique. Si ça marche, il n'y a aucun souci. En règle générale, tout ce qui est médecine traditionnelle, ce n'est pas incompatible avec la démarche des soins palliatifs. Ça, je tiens à le préciser. Par contre, vous, en tant que professionnel, vous devez toujours avoir la vigilance de préconiser des choses qui ont fait la démonstration de leur efficacité, premièrement, et qui ne sont pas toxiques. Je vous donne un petit exemple parce que c'est une question qui pourrait revenir sur d'autres sujets. Quand j'étais au Malawi, pendant la période de Covid, il y avait des traitements traditionnels qui étaient donnés aux patients à base d'herbes. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans et ça donnait des insuffisances rénales. Et on a vu une augmentation très forte des cas d'insuffisance rénale à cause de la médecine traditionnelle. Donc, la médecine traditionnelle, aucun problème avec les soins palliatifs, mais essayez quand même d'avoir une connaissance de la toxicité potentielle et des indications et de l'efficacité. Le psyllium, je ne connais pas, mais si vous me dites que c'est efficace, je pourrais faire une petite recherche ou peut-être que mes collègues ici connaissent, mais je ne vois pas de problème à associer ça avec les traitements conventionnels. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais plus qui a posé la question. J'espère que la réponse vous a satisfaite. OK. Donc, on peut passer à une autre question s'il y en a. Je ne vois pas toutes les interpellations dans le chat. Si vous en voyez, vous pouvez toujours les continuer. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. Oui, et aussi, vous pouvez continuer à vous présenter, dire ce que vous faites, où vous êtes, toujours dans le chat. On aimerait mieux se connaître. Là, les soins palliatifs, c'est la connexion. Donc, plus nous vous connaissons, mieux on peut travailler ensemble. D'autres questions? Docteur Marie, vous n'avez pas pu écrire votre question. Vous voulez revenir? Sinon, on va remercier Docteur Camille. Et encore une fois, c'était très riche comme concours cet après-midi. Et on va continuer avec, oui, Docteur Marie est revenue. Et on espère que la connexion sera mieux cette fois. Oui, on vous écoute, docteur. J'ai écrit au chat, mais je vois que ça n'a pas été lu. Est-ce que je me fais entendre maintenant? Ça va comme ça? Docteur Camille. Allez-y, je me concentre. Oui, je demandais tout à l'heure, docteur Camille, vous avez dit que la constipation ne contre-indique pas l'opioïde. Alors, pour savoir si nous devons une dose bien pouvons diminuer un peu pour éviter la constipation, puisque la constipation est déjà là comme la constipation est déjà installée. Voilà un peu. Je veux savoir si les opioïdes, la même dose doivent être gardées, même en cas de constipation, puisqu'elles ne sont pas la contre-indication. Voilà. J'ai compris la question. Oui, en effet, il y a un cercle vicieux, vous avez raison, puisqu'on dit que les opioïdes
La morphine provoque la constipation et que la constipation ne contre-indique pas la morphine. Je confirme ça. Les morphiniques ne doivent pas être contre-indiqués par la constipation. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il est très simple de prévenir la constipation. Donc, quand un patient a besoin de morphine, on lui donne de la morphine et comme on l'a dit la dernière fois, on associe un traitement laxatif pour éviter la constipation. Il est facile de prévenir la constipation. Il est beaucoup plus compliqué de traiter une constipation quand elle est en place. D'accord? Donc, quand on met de la morphine, on met un laxatif. Quand on a un patient qui est constipé sous morphine, on va augmenter le traitement laxatif. On ne va pas baisser la morphine, on va augmenter le traitement laxatif. On va associer plusieurs classes de laxatifs. Il y a les laxatifs émollients, il y a les laxatifs stimulants, il y a les laxatifs lubrifiants, il y a la voie orale, il y a la voie rectale. Donc, on va essayer de comprendre le mécanisme de la constipation et d'avoir une approche multimodale. Mais on n'arrêtera pas la morphine chez un patient constipé. Merci beaucoup, Dr. Camille, pour la réponse. Dr. Marie, je pense que vous avez été satisfaite de la réponse. Dr. Marie? Oui, ça va. D'accord. Oui, ça va. D'accord. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à Dr. Camille pour les explications. On va passer à l'étude de cas avec Dr. Aminata Sissé et juste après, on aura quelques temps de questions et réponses encore. Merci. Dr. Aminata? Bonjour Binta, je suis là. Soyez la bienvenue. Le micro est à vous. Je pense que c'est Erin qui va défiler pour nous. Voilà. Merci beaucoup Erin. Merci beaucoup à toute la classe. On va essayer d'y aller ensemble avec Dr. Camille, un peu par rapport aux symptômes à la gestion des symptômes en soins palliatifs. Erin? Oui? Bon, il s'agit d'un homme de 78 ans qui est hypertendu diabétique connu, qui est suivi par l'équipe de soins palliatifs depuis 6 mois, hypertendu diabétique qui est sous amlodipine 10 et metformine 500, qui par ailleurs a une tumeur prostatique avec des métastases osseuses. C'est un patient qu'on a trouvé chez lui. Actuellement, il est seulement sous amlodipine, comme on l'a dit tout à l'heure, sous metformine, mais aussi sous morphine LP 30 mg qu'il prend lui-même un comprimé par jour. Et depuis qu'il a ces symptômes, il a une prise récente de métopimazine. Tout à l'heure, vous avez parlé de Vogalène, donc c'est le Vogalène qu'il a accueilli sans ordonnance à cause des vomissements qu'il avait eus et qu'il prend une cuillère fois 3 par jour. Erin? Erin? Voilà, on nous a appelé parce qu'il présentait des douleurs abdominales et lombaires. Il y avait des nausées et vomissements, qu'il refusait de s'alimenter. Par ailleurs, il a une constipation de 2 semaines. Erin? Erin? À l'examen clinique, on a vu une pâleur des muqueuses, on a retrouvé aussi des candidoses buccales. L'abdomen était ballonné, douloureux à la palpation. Par ailleurs, il n'avait pas de globe vésical. Le patient était porteur d'une sonde urinaire. Il ne faut pas oublier qu'on vous a dit qu'il avait une tumeur prostatique avec métastase osseuse et que la sonde, il y avait l'émission d'urine claire. En plus de cela, il présentait un début d'escar, stade 2, à l'occiput, au sacrum et au niveau des talons. Erin? Par rapport à ses préoccupations psychosociales et familiales, c'est un patient qui vit en banlieue. C'est une personne âgée de 78 ans. Il vit en banlieue dakaroise. Il a 4 femmes et 16 enfants, mais il ne veut pas se prononcer par rapport au sexe et à l'âge des enfants. C'est un ancien maçon qui vit de mendicité depuis presque 10 ans.
on le visite régulièrement tous les mois, mais cette fois-ci, on a dû y aller par rapport à la nouvelle symptomatologie. Erin? Par rapport à la communication, il ne veut pas que ses épouses et ses enfants connaissent la sévérité de sa maladie. Et on a remarqué qu'il est peu loquace sur sa maladie et accepte rarement de parler, surtout au personnel féminin de l'équipe. Erin? Par rapport aux préoccupations spirituelles, il s'inquiète pour ses finances, sa prise en charge et celle de sa famille. Il a peur de mourir, mais il dit ne plus croire en Dieu, même si on le trouve tout le temps avec son chapelet. Il refuse tout traitement autre que celui qui est en cours. À part sa morphine et l'amlodipine et la metformine, il refuse tout autre traitement. Erin? Maintenant, les questions clés pour la présentation, on va s'arrêter un peu là. C'est quels sont les principaux symptômes dont souffre ce patient? Que manque-t-il à l'examen clinique de ce patient? Après, on va essayer de répondre quel traitement non pharmacologique vous préconisez et quel traitement pharmacologique aussi vous allez préconiser. Mais la première question, c'est quels sont les principaux symptômes dont souffre ce patient? Erin? Bon, on a remarqué, il y avait les nausées, il y avait les vomissements. Docteur Camille en a parlé tout à l'heure. Il y a le refus de s'alimenter, ce sont les problèmes du jour, la constipation, les douleurs abdominales, les douleurs lombaires, l'anxiété, les escarres. On reste un peu la parole à la raison de le faire. On a demandé que manque-t-il à l'examen clinique. Donc, Erin vous a donné la réponse. J'ai vu tout à l'heure dans le cours, le docteur Camille en a parlé, le toucher rectal. On n'avait pas fait de toucher rectal. Et ce qu'on a refait après, on a remarqué qu'il y avait la présence de féculum. Docteur Erin? Erin? Revenez, Erin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenez un peu. Erin, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Jusqu'au toucher rectal, c'est bon. Docteur Binta? Binta? Oui, docteur. Oui, là, je voudrais demander à la classe jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils ont compris et qu'est-ce qu'ils pensent réellement du cas par rapport à ce qu'a expliqué docteur Camille tout à l'heure sur la démarche quand on a tous ces symptômes, qu'est-ce qu'on doit faire? Merci beaucoup, docteur, pour ce cas qui est assez un peu pour voir est-ce qu'ils ont compris par rapport à l'approche symptomatique, ce dont a parlé tout à l'heure le docteur Camille, pour notre cas. D'accord. Merci beaucoup, docteur Aminata. Et oui, donc, docteur Aminata demande qu'est-ce que nous avons compris et aussi qu'est-ce qui manque à la prise en charge. Donc, il y a M. Dessin qui a levé la main. Oui. On l'écoute. M. Dessin, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup une fois de plus pour la parole. On a très bien suivi les cas, les problèmes du patient, la liste des problèmes. Et là, nausées, vomissements, ce que vous avez affiché. Mais je ne sais pas si j'ai bien entendu. Il y a aussi une autre plainte que le patient a peur de mourir. Le patient a peur de mourir. Je pense que ça aussi, c'est un problème. Il est anxieux. Je me demande, est-ce qu'il n'a pas développé une dépression? Alors, je profite de l'occasion, parce que je n'ai pas eu le temps de poser cette question au cours. Quand le docteur Camille a donné le cours, le patient est anxieux, il a peur de mourir. C'est vrai, dans les soins palliatifs, on peut donner les traitements qui peuvent soulager la douleur, c'est vrai. Mais là, on tombe devant un cas d'un patient qui est anxieux, et ce qui je suivais peut-être il a développé une dépression. Est-ce que les antidépressifs ne sont-ils pas indiqués dans ces cas échéants pour qu'on puisse également voir ce qu'on pourra faire, parce que les patients anxieux,
Il est déprimé totalement, presque il est déprimé. Il refuse de causer avec toute l'équipe, surtout les féminins, ainsi de suite. Et je pense qu'il est déprimé. Est-ce que ce n'est pas important d'adjoindre dans son traitement un antidépresseur? Ça, c'est la première question que je me pose. Et puis, dans son traitement, j'ai vu, c'est vrai, il avait des abdomens ballonnés. Et l'examen de toucher rectal n'a pas été fait. On veut faire l'examen de toucher rectal qui a révélé des fécalomes et on a bouché les fécalomes. Bien qu'avec la morphine, on a vu que ça peut entraîner des constipations à répétition. Est-ce que ce n'est pas important de mettre les patients sous un laxatif comme un traitement continuel? Du fait qu'il est sous morphine, la constipation sera toujours au rendez-vous. Ce n'est pas judicieux de mettre un anti-constipant ou un laxatif dans son traitement de manière continuelle. Ce sont les questions que je me suis en train de poser. Merci. Merci beaucoup, M. Henry. Avant de donner la parole à Dr Aminata, s'il vous plaît, il y a des micros qui sont ouverts et ça fait ça dérange un peu l'écoute pour les autres. Donc, s'il vous plaît, veillez sur vos micros et fermez-les si vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup. Oui, il y a des micros. Il y a M. Pierre et M. Samou. S'il vous plaît, j'ai vu vos micros ouverts. Merci. D'accord. Docteur Aminata? Oui, Binta, on aimerait avoir j'ai vu qu'il a parlé de l'anxiété, c'est dans les problèmes du jour. Je pense que c'est l'avant-dernière position de l'anxiété. Pour la prise en charge, on va en parler. Mais pour le moment, j'aimerais donner la place qu'il me dise un peu par rapport à ce patient. Comment, par exemple, docteur Camille nous a parlé de ce qui s'est passé tout à l'heure par rapport à l'approche symptomatique, voir la cause des différents symptômes. Qu'est-ce qu'il pense, les vomissements, les nausées, par rapport à la douleur abdominale, la constipation? Quand ils voient tous ces symptômes, pour eux, qu'est-ce qui est la cause en fait? Qu'est-ce qui peut causer tous ces symptômes pour ce malade? Pour eux, quelle est la cause principale? Pourquoi ils souffrent de tout cela? Oui. Oui, surtout que aussi j'ai noté que dans ces médicaments, il y avait que la morphine et il y avait la morphine et comment on appelle l'autre. En tout cas, il faut si on regarde aussi ces médicaments, peut-être ça peut donner une indication. Donc, si je comprends bien, Monsieur Destin, docteur Aminata vous renvoie encore la question par rapport à la symptomatologie et ce qu'on vient d'entendre par le cours de docteur Camille. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être à l'origine de ces douleurs, de ces vomissements, pardon? C'est pas pour Destin seulement, pour les autres aussi. Qu'est-ce qui manque? Quand vous avez vu tout à l'heure, dans l'examen clinique, vous avez vu aussi, on a parlé des candidoses buccales et autres. Oui. Qu'est-ce que ça vous donne par rapport à l'explication que docteur Camille a dit tout à l'heure, qu'il fallait à chaque fois chercher l'origine de ces symptômes? Vous allez voir dans tout cet ensemble-là, qu'est-ce qui est la cause principale de son état. Et il vous a dit aussi que pour traiter, on ne fait pas de traitement systématique symptomatologique, mais il faut traiter la cause. Parfois, rien qu'en traitant la cause, on peut voir que tous ces symptômes peuvent disparaître. Je pense que je suis en train de répondre à la question. Oui. Qui voudrait ajouter quelque chose? Docteur Camille a levé la main, je pense. Ah bon? Bon, je ne vois pas les mains. Et donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup. C'est un cas clinique absolument parfait pour illustrer le cours. Enfin, c'est le but, évidemment. Mais dans le cas présent, en effet, quand on applique ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de faire des hypothèses diagnostiques et d'élaborer des cascades symptomatiques, ici, il y en a plusieurs. Vous avez raison. Il y a les nausées, si on regarde les nausées-vomissements, ça peut s'expliquer par la candidose oropharyngée. Ça, c'est une première chose. Ça peut s'expliquer aussi par la constipation, qui elle-même peut être liée aux opioïdes. C'est une deuxième cascade. Une troisième cascade, ces nausées-vomissements peuvent être liés à la constipation
qui peuvent être liées à une hypercalcémie, par exemple, dans un contexte de métastase osseuse sur un cancer de la prostate. Cancer de la prostate, métastase osseuse, hypercalcémie, constipation, nausées, vomissements, c'est une cascade entière aussi. Et c'est exactement ce genre de raisonnement-là qu'il faut qu'on ait si on veut traiter, soulager le malade de ces symptômes. L'autre chose que je voulais rajouter sur ce cas, parce que c'est, je voulais répondre en fait à la question d'un des collègues sur la dépression. Alors, j'en ai pas parlé, c'est vrai, dans le cours aujourd'hui de la dépression. J'ai parlé de l'anxiété. Évidemment que la dépression fait partie des symptômes importants en soins palliatifs. Attention cependant, je disais, il est normal d'être anxieux quand on a compris qu'on allait mourir bientôt. De la même façon, il est normal d'être triste, d'être replié sur soi, d'être en souffrance morale quand on sait qu'on va mourir bientôt et quitter ses proches. Ce n'est pas forcément une maladie et ça ne nécessite pas forcément un médicament. Je rajouterai que les médicaments antidépresseurs, la plupart des traitements antidépresseurs mettent 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'être équilibrés et d'être efficaces. Donc, ne jamais céder à la facilité de dire le patient est triste, c'est de la dépression, je lui donne de l'escitalopram ou un autre antidépresseur, mais toujours essayer d'abord de l'écouter, de le faire parler, de comprendre sa souffrance, qui peut-être est tout à fait adaptée. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Camille. Et M. Aloïse Boukangom qui a aussi levé la main. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, M. Ngom. Voilà, merci pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir suivre un peu donc, sur les soins palliatifs, le milieu humanitaire. Ma question était de savoir, en tant que voilà, quelqu'un qui ne connaisse pas vraiment sur la médecine, sur les médicaments, etc., comment, en tant que pasteur, je pourrais vraiment intervenir pour aider voilà, ces cas de maladie. Merci. Merci pour la question. Docteur Aminata. Oui, bonjour au pasteur. En fait, on en a parlé tout à l'heure par rapport à l'écoute. Vous avez vu que votre patient, dans ce cas précis, il dit ne plus croire en Dieu du tout. Et on le voit égrener son chapelet. Donc, c'est quelqu'un déjà, on a une idée qu'il est un peu perdu. Parce que c'est paradoxal, quelqu'un vous dise qu'il ne croit plus et il égrène son chapelet. Donc, il y a une crise ici. On nous dit qu'en soins palliatifs, il faut toujours une approche holistique. C'est pourquoi vous avez vu par rapport à l'approche holistique, le plan spirituel est très important. C'est dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez intervenir. C'est-à-dire, vous venez, vous parlez, l'écoute. On a parlé tout à l'heure par rapport au cours toujours de Dr Camille, il y a l'empathie. Cette empathie, peut-être que ce patient-là, quand on lui parlera, vous avez plus de chances même d'avoir des résultats parfois que le médecin. Parce que c'est à vous maintenant. Il ne prend que 3 médicaments. Il n'accepte que 3 médicaments. Pourquoi il n'accepte que les 3 médicaments? Nous, quand on lui a parlé, on a su que c'est peut-être par rapport à des problèmes économiques. Il ne pouvait s'offrir que ces 3 médicaments et il les avait gratuitement. Donc, si vous lui parlez, peut-être il sera plus ouvert. Ça pouvait être une autre réponse. Peut-être qu'il n'accepte pas que ces médicaments parce que, justement, ce sont des médicaments qu'il prend depuis plus de 10 ans, 13 ans. Il se sent déjà, il va se dire qu'il va mourir de toute façon. Donc, il ne veut plus prendre de médicaments. Dans ce cas-là, c'est parfois les religieux, avec leur capacité d'écoute, qui peuvent leur parler, et surtout dans nos contextes à nous. On a plus de chances d'avoir quelque chose de nos malades sur le plan religieux que même nous, les médecins. Donc, vous êtes très important dans cette phase-là avec l'écoute, l'empathie, le fait de pouvoir le rassurer, même par rapport à l'anxiété. Dr Camille disait tout à l'heure, on n'a pas toujours besoin de médicaments, mais juste le fait que vous puissiez lui parler, apaiser un peu, le ramener peut-être à ses croyances, tout cela, je pense que vous êtes très important dans cette sphère de traitement.
Et merci beaucoup. Merci pour la réponse. Merci. Merci, docteur, pour la réponse, l'éclaircissement apporté. Il y a M. Destin qui a levé la main. Il y a aussi Catherine ici qui a levé la main tout à l'heure. Est-ce que pour M. Destin, ce n'est pas une ancienne main? Non, non. D'accord. Je n'avais pas vu la main de Catherine. OK. Allez-y, après on va Merci donner. beaucoup. La question, je la repose au docteur Camille pour connaître au fait, parce que tout à l'heure, on vient de dire que les patients anxieux, tout ça, ainsi de suite, il utilise son chapelet, mais ne croit pas en Dieu. Si j'ai bien suivi, probablement les patients ont un trouble bipolaire qu'ils présentent. Alors, je pose la question au docteur Camille par rapport aux antidépresseurs. Est-ce que les antidépresseurs, c'est une contre-indication absolue ou c'est une contre-indication relative? Si tel est le cas, quelles sont les différentes situations qui peuvent amener à ne pas prescrire les antidépresseurs de manière systématique? Merci. Alors, je risque de peut-être redire ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure et je pourrais peut-être laisser les collègues donner leurs sentiments sur des symptômes anxieux-dépressifs qu'on entend pour la première fois. Le plus important, c'est d'abord d'aider le patient à les verbaliser, d'expliquer son ressenti. Parce que le fait d'expliquer son ressenti et d'être entendu peut déjà soulager le malade d'une anxiété ou d'une dépression. Donc, je dirais qu'il ne faut jamais se précipiter sur les antidépresseurs. Vous savez, les médicaments ont leur lot aussi d'effets secondaires. Ça ne doit pas être automatique. Une vraie dépression caractérisée avec tous les signes de la dépression, un tel patient, oui, bien sûr, peut bénéficier d'un antidépresseur. Je dirais aussi que s'il y a une psychologue dans la structure ou une équipe de mental health dans la structure, c'est aussi important peut-être d'intervenir, de demander à ses collègues d'intervenir. Mais là, il n'y a pas de contre-indication à l'antidépresseur. Je dis simplement, attention, les antidépresseurs mettent beaucoup de temps avant d'agir et un patient qui souffre d'être malade en fin de vie, ce n'est pas forcément de la dépression. Ce n'est pas forcément de la dépression. Ça peut La être tout à fait formation adapté et il doit être accompagné dans cette formation. Il va pas très... Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Bien Camille. compris. D'accord, c'est bon. Alors, on donne la parole à Madame Catherine. Merci. C'est vraiment pour ajouter quelque chose pour le conseil de Dr. Camille a déjà donné. Pour la dépression, c'est vraiment une question de la période de temps. Parce que pour être triste, pour être anxieux, c'est normal, une réponse normale pour après on a reçu le nouveau diagnostic ou nouvelle progression de la maladie. Okay? C'est une réponse normale. Mais en même temps, c'est le tristesse ou le manque d'espoir et perdre l'esprit de la vie, ça dure plus longtemps. On peut réfléchir pour l'antidépresseur aussi parce que si on regarde la littérature, le taux de dépression dans le patient qui a besoin de soins palliatifs, c'est haut. C'est environ 20% de les patients qui sont sous le soins palliatifs. Ils ont eu le diagnostic de dépression aussi. Okay? So, c'est vraiment fréquent pour le patient qui a besoin de soins palliatifs. So, je suis d'accord avec Dr. Camille, absolument. C'est pas une alternative pour parler avec le patient, pour donner le soin, pour donner le soin antidisciplinaire pour aider le patient, même la famille. Mais c'est vraiment inutile pour les cas qui sont vraiment bloqués avec cette manque de espoir et tristesse grave qui persiste.
la dépression chronique que nous savons bien. Et l'autre chose que je veux dire, c'est vrai que l'antidépresseur, il a besoin de le temps. Ce n'est pas une solution pour les cas qui sont en train de mourir. Ce n'est pas une solution pour le cas qui est en fin de la vie. Mais s'il y a un pronostic pour un mois ou plus, on peut essayer. C'est vrai qu'il faut avoir 2 à 4 semaines pour avoir un effet. Mais s'il y a le pronostic un peu plus long, c'est inutile qu'on peut essayer. C'est vraiment pas adjoint, c'est pas une contradiction, c'est un adjoint pour le conseil que Dr. Camille a déjà dit. Merci. Merci beaucoup. Binta, Oui. en fait, j'aimerais un peu ajouter le fait aussi que quand vous, en soins palliatifs, ce sont des patients que vous suivez, que vous accompagnez. Ce n'est pas seulement au premier contact ou bien à la première visite que vous allez instaurer peut-être un traitement contre la dépression ou bien contre l'anxiété, mais c'est quelqu'un que vous suivez. Donc, avec le temps, peut-être au début, il y aura l'écoute, il y aura l'empathie, la façon dont vous lui parlez, mais à un moment donné, si vous sentez que ça ne change pas, vous pouvez peut-être avoir besoin de l'avis d'un spécialiste qui peut par la suite proposer quelque chose contre, s'il pense qu'il y a une dépression, peut-être mettre en place quelque chose de pharmacologique, un médicament contre cette dépression. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas quelqu'un que vous venez voir aujourd'hui, vous faites votre diagnostic aujourd'hui et vous faites la prise en charge aujourd'hui. Comme l'a dit tout à l'heure Dr Camille, c'est totalement normal que quand vous vous retrouvez avec une maladie, qu'on vous dit que vous ne pouvez pas guérir, que vous vous retrouvez avec toute votre vie qui est effondrée, que vous ayez certains comportements et ça ne fait pas de vous de quelqu'un qui a une dépression ou bien autre, mais c'est juste une réaction qui est naturelle face à certaines choses qui peuvent vous arriver en tant que personne, tout simplement. Merci beaucoup. Binta, y a-t-il une autre question? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Est-ce qu'on a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la solution qui avait été proposée par l'équipe. Erin? Continue with the slides? Yes. Okay. There was a few questions in the chat. I don't know if some of the other faculty, if you've addressed those, but here is okay? Next one. Vous pouvez, le prochain. Voilà. Maintenant, on va passer à la prise en charge. Qu'est-ce que l'équipe avait proposé sur le plan la prise en charge non pharmacologique? On avait fait une extraction manuelle des fécalomes. Ce n'est pas dans l'ordre. Il y avait les soins de bouche. Ils avaient proposé aussi les soins de bouche par rapport aux candidose buccale. C'était fait à base de bicarbonate de sodium. Il y avait les conseils hygiéno-diététiques, une alimentation riche en fibres, une réhydratation orale. On avait aussi préconisé des changements de position parce qu'on n'en a pas parlé dans les questions, mais ils ont dit qu'ils débutaient des escars. On avait parlé aussi de kinésithérapie et de nursing. C'est ce qui avait été proposé sur le plan non pharmacologique. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Qu'est-ce qu'on devait ajouter? Et là, c'est moi la question. Docteur Camille, on parle d'extraction manuelle des fécalomes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'extraction manuelle. Alors, la prise en charge d'un fécalome, en effet, passe par l'extraction manuelle, l'extraction digitale. On peut essayer d'abord un lavement, si ce n'est pas un fécalome qui est trop induré et s'il est accessible à la sonde de lavement, on peut d'abord essayer un lavement et ensuite, une deuxième intention, ou une fois que le fécalome est ramolli, faire une extraction digitale. En revanche, ça c'est une question importante, l'extraction digitale, c'est un geste qui est douloureux et c'est un geste qui est désagréable. Donc, c'est toujours mieux de le faire sous prémédication antalgique et ou anxiolytique. Donc, si le patient a déjà de la morphine,
Et encore une fois, même si la morphine a été responsable du fécalome, il est bon de lui donner une interdose de 5 mg, par exemple, de morphine, peut-être un demi-alprazolam, par exemple, pour le détendre et ensuite faire une extraction manuelle. Mais, voilà. D'accord. Docteur, Bintaya Israël. il y a une dernière main, le docteur Israël. On écoute la question. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'aimerais tout juste savoir comment ils font pour les escarres, comment ils arrivent à traiter cela, les escarres. Je vois seulement ici le changement de position, c'est tout simplement cela, ou bien ils font d'autres gestes pour s'occuper des escarres. Merci, Sahel. Ici, on en est à la prise en charge non pharmacologique. Ce sont des conseils à donner à la famille par rapport au changement de position. Parce que si vous voyez la localisation même des escarres pour ce patient, c'est ça à l'occiput, ils nous disent au talon, au sacrum. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en décubitus dorsal. Donc là, il va falloir faire parler à la famille par rapport au changement de position. On a parlé de kinésithérapie. La kinésithérapie ici, ce sont les massages douces avec de la peau parfois pour soulager un peu. Peut-être il y a des conseils par rapport aux vêtements qu'il doit porter, par rapport à là où il doit se coucher, combien de temps il doit s'asseoir. Tout cela, ce sont des conseils, mis à part le fait la prise en charge pharmacologique. Ici, on en est seulement à la prise en charge non pharmacologique pour les escarres, soulager certains points d'appui. Par exemple, s'il s'agit des talons, nous, on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi se mettre dans le contexte de votre localité. Nous, par exemple, on avait l'habitude de mettre des gants, on mettait de l'eau et on mettait ça sous les talons des patients pour éviter les plans durs, pour éviter les risques d'escarre. Donc, il faut parfois se mettre un peu par rapport au contexte. Peut-être ce sont ces conseils qu'on doit donner à la famille pour la prise en charge des escarres. Maintenant, pour la prise en charge des pansements, on va voir ça après. D'accord. Merci. D'accord, merci, docteur. Merci beaucoup pour les éclaircissements apportés. Et je vois aussi dans le chat quelqu'un qui parle du fait de pouvoir garder le même dosage de morphine, mais augmenter le dosage de laxatif. Si je me souviens bien, dans le cas présenté, j'ai l'impression que le docteur disait que pour des causes financières, peut-être le patient n'avait même pas de laxatif. Peut-être qu'on va penser à les instaurer. Et l'autre parlait de... Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi par rapport à la dose de morphine, il prend 30 mg LP, c'est normalement un comprimé par jour qu'il prend. Normalement, il doit les prendre 2 fois par jour, parce que c'est efficace toutes les 12 heures. Maintenant, c'est lui-même qui s'est mis dans la peau parce qu'il sait que les médicaments vont finir assez vite, c'est lui-même qui prend une seule dose. Donc, il est déjà sous-dosé. Voilà. Donc, en fait, on a préféré mettre ce cas clinique pour nous mettre un peu dans nos réalités, ce qu'on vit réellement. C'est pourquoi on a voulu vous proposer ce qui est d'actualité, ce qu'on ressent et les défis qu'on a aussi. Oui. Donc, par rapport à ce patient, il est même sous-dosé par rapport à ses médicaments. C'est lui-même qui fait une restriction, qui prend un seul comprimé. Peut-être que aussi, n'eût été son épisode de constipation, il était bien sédaté. C'est ce qu'on pense. Oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Il y a une dernière intervention dans le chat aussi qui parlait d'ajouter un soutien psychosocial comme élément non pharmacologique et religieux et comme élément non pharmacologique et aussi certainement un soutien religieux serait propice pour ce patient. Donc, je pense que c'est un patient avec lequel quand même il faut développer une bonne relation d'aide. Je me sens interpellée en tant qu'infirmière
Et je pense que d'autres personnes aussi, comme le pasteur a dit tout à l'heure, vont se sentir à l'aise d'intervenir auprès de ce patient qui a besoin d'une très bonne prise en charge holistique. Docteur, vous voudriez ajouter quelque chose, docteur Aminata, avant qu'on termine? Oui, je pense qu'ils ont parfaitement raison. C'est quelqu'un qui a besoin d'écoute. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir un peu. Voilà, je pense qu'il a parfaitement raison, qu'il fallait ajouter dans la prise en charge non pharmacologique l'écoute, peut-être aussi la présence de nos religieux ou bien la présence même d'un psy, quelqu'un qui puisse lui parler et peut-être l'aider un peu plus à accepter parfois sa condition d'abord. Alors, désolé, à cause du temps, on est obligé. Voilà, on va passer à la prise en charge pharmacologique. Ce qu'on a proposé au patient. Oui. Et on va finir, je pense, par ça. D'accord. Bon, pour la prise en charge pharmacologique, l'équipe a arrêté le pétopimazine, c'est-à-dire le Vogalène. Il l'a mis sous laxatif du bizacodine, 1 comprimé par jour. Il a mis du flucazole par rapport à ses candidoses buccales. Il y a un anxiolytique aussi de l'amitriptyline, 5 mg, 1 comprimé par jour. Et pour les pansements des escarres, comme on disposait du cuticelle, c'est ce qu'on a utilisé. Mais sinon, si on n'a pas de cuticelle, parfois on utilise juste du sérum salé. C'est un scar stade 2 des sérums salés et peut-être le changement de position pour soulager un peu par rapport aux escarres, aux zones d'escarres, protéger les zones d'escarres. C'est ce que l'équipe a proposé. Maintenant, on attend un peu qu'est-ce qu'on doit ajouter, qu'est-ce qu'on devait ne pas être fait, qu'est-ce qui devait ne pas être fait. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas, votre présentation, elle est finie ou bien il y a d'autres diapos? Oui, c'est fini, c'est la fin, en fait, c'est là où ça finit. En tout cas, merci beaucoup à nos deux présentateurs du jour, docteur Aminata Cissé et docteur Camille. Désolée, à cause du temps, on est obligé peut-être de continuer les questions dans le groupe WhatsApp. Alors, nous vous remercions vraiment pour votre présence et on a vu comment vous avez participé à ce cours, comment le cours a suscité beaucoup d'intérêt à chacun d'entre vous. Nous continuons à s'entretenir dans le groupe, comme je disais tout à l'heure, et n'hésitez pas à contacter aussi les présentateurs pour continuer à poser vos inquiétudes, vos préoccupations. On est là pour apprendre les uns des autres et on peut continuer à collaborer. On espère se retrouver très, très bientôt dans 2 semaines avec un autre thème sur les soins palliatifs. Merci beaucoup. C'était Binta depuis le Sénégal. Merci beaucoup, Binta. Merci, docteur Aminata. Merci à vous tous. Merci, Erin et Catherine. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur Da Souza. Au revoir. Binta, you can remind everyone for our next call in 2 weeks. Yeah, I did it. Merci beaucoup. Merci beaucoup.